Dans cette cinquième partie du chapitre SA4, nous allons nous intéresser au titrage complexométrique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un titrage? Un titrage, je le rappelle, c'est un dosage particulier. C'est un dosage qui met en jeu une réaction entre une espèce titrée et une espèce titrante. Dans le cas d'un titrage complexométrique, cette réaction est tout simplement une réaction de complexation. Se pose alors la question du repérage de l'équivalence. Je propose tout d'abord un repérage de l'équivalence par suivi spectrophotométrique. Je prends l'exemple d'une solution contenant un cation M+, que l'on souhaite doser. On verse alors sur cette solution une solution contenant un ligand L, qui va alors se complexer avec le cation M+, pour former un complexe Ml+, coloré. Initialement, il n'y a pas de complexe dans la solution. La solution est donc incolore, son absorbance est nulle. Puis au fur et à mesure que l'on versera des ligands sur cette solution M+, il y aura formation de Ml+, et donc augmentation de la coloration de la solution. Cela va se traduire quantitativement par une augmentation de l'absorbance qui sera proportionnelle à la quantité de matière de ligand versé, puisque la quantité de matière de Ml+ créée sera égale à la quantité de ligand versé. On constatera cette augmentation proportionnelle tant qu'il y aura des cations M+ en solution, et donc formation de complexes Ml+. Lorsque la totalité des cations M+ auront réagi, alors il n'y aura plus formation de complexe Ml+, lorsque l'on verse le ligand sur la solution, et donc la coloration de la solution et l'absorbance ne changera plus. On pourra alors repérer l'équivalence au niveau du changement de pente. Vous remarquerez ici que l'on a tracé l'absorbance en fonction du volume versé. L'obtention de droite n'est valable que si le volume versé est négligeable devant le volume initial de la solution. On se retrouve exactement avec le même problème qu'un suivi conductimétrique, où on obtient une évolution linéaire de la conductivité de la solution en fonction du volume versé, uniquement si on peut négliger le volume versé sur le volume initial, puisqu'en réalité ici l'absorbance est proportionnelle non pas à la quantité de matière de complexe, mais à sa concentration. Un autre moyen d'obtenir des droites serait de tracer une absorbance corrigée en fonction du volume versé, sur le même principe qu'on trace en conductimétrie une conductivité corrigée en fonction du volume versé, pour faire en sorte de supprimer l'influence de la dilution. Un autre moyen de repérer l'équivalence lors d'un titrage complexométrique est l'utilisation d'un indicateur de fin de réaction. Ça permet un suivi colorimétrique et un changement de coloration de la solution au moment de l'équivalence. Je prends ici encore une fois le cas du dosage d'un cation M+, par une solution titrante qui contient le ligand L, et donc ce qui entraînera la formation d'un complexe Ml+. On introduit en plus dans cette solution un indicateur, noté IND, qui va complexer lui aussi le cation métallique M+, en formant un complexe M1+. Il est absolument impératif, dans le cas de l'utilisation de cet indicateur de fin de réaction, que le complexe M1+, soit moins stable que le complexe Ml+. Voyons le principe de ce titrage. Sous quelle forme est le cation M+ au début du titrage avant l'ajout de solution titrante? On a dans la solution des ions M+, et on a versé l'indicateur Inde. L'indicateur Inde en présence d'ion M+, va se complexer avec ce cation M+, pour former le complexe M1+. On a mis très peu d'indicateurs, on a donc la quasi-totalité des cations qui sont sous forme libre et quelques complexes M1+ dans la solution. Lorsque l'on ajoute de la solution titrante,
Le ligand L va avoir le choix entre réagir avec les cations métalliques M+ libres ou les cations métalliques complexés. Évidemment, la réaction est plus favorable, plus facile avec des cations métalliques libres. On va donc conserver les quelques complexes M1+, et les cations métalliques M+, vont progressivement être transformés en complexes Ml+, jusqu'à ce qu'on arrive à l'équivalence. Juste avant l'équivalence, la totalité des cations métalliques M+, auront été transformées en complexes Ml+. Mais les quelques complexes M1+, n'auront pas encore été consommés. Ils vont être consommés au moment où on ajoutera une goutte supplémentaire de ligand. À ce moment-là, le complexe Ml+, étant plus stable que le complexe M1+, l'ajout de cette goutte supplémentaire de solution de ligand va entraîner la destruction du complexe M1+, au profit d'une formation exclusive du complexe Ml+. On va donc avoir au moment de l'équivalence la libération de l'indicateur coloré qui va se trouver sous forme libre juste après l'équivalence, juste au moment de l'équivalence, alors qu'il était encore sous forme complexée la goutte précédente. Quels sont donc les critères pour choisir un bon indicateur coloré pour le suivi d'un titrage complexométrique? Il faudra donc évidemment que la forme M1+ et la forme Ind soient de coloration très différentes. Et il faudra au minimum que l'une de ces deux colorations soit très intense. On va alors s'intéresser à un exemple extrêmement classique de titrage complexométrique, qui est le titrage des ions calcium par le DTA. C'est un titrage qui sera suivi par colorimétrie. L'objectif est de titrer la teneur en ion calcium de concentration C2 inconnue dans un volume V2 de solution. Et pour cela, on va utiliser comme solution titrante une solution 2DTA de concentration connue, précisément connue, C1. Le complexe formé au cours de ce titrage est le complexe CY2-, et a priori, on verra l'influence du pH, mais a priori, cette réaction est quantitative avec une constante de formation globale de 4,10 puissance 10. Pour repérer l'équivalence, on va utiliser un indicateur de fin de réaction qui est le noir héliochrome T, qu'on appelle communément le net. Alors j'ai dit qu'on s'intéresserait au pH. En effet, on réalise ce titrage en milieu tamponné ammoniacal de pH 10, et ce n'est pas pour rien. Déjà, le net est un triacide qu'on notera donc H3 Ind. Et le DTA Y4- est une tétrabase qui possède donc 4 pKa de valeur 2, 2,7, 6,2 et 10,3. On comprend donc bien que le pH va influencer la stabilité du complexe CY2-, comme on l'a vu précédemment dans le cours, où on avait vu l'influence du pH sur la stabilisation d'un complexe, d'un complexe, puisqu'on a vu que quand on diminuait le pH, on avait tendance à diminuer la stabilité des complexes à partir du moment où les ligands avaient un caractère basique. On nous demande tout d'abord d'écrire la réaction de titrage en notant le DTA sous sa forme prédominante à pH 10 et de calculer sa constante d'équilibre. La première chose que j'ai faite, c'est de faire finalement d'abord la réaction. La réaction attendue, c'est la réaction de formation de complexes, la réaction d'un ion Ca2+ avec un ion Y4- pour donner le complexe CaY2-. On peut finalement utiliser cette équation pour résoudre le problème du titrage, c'est-à-dire comprendre que finalement on aura l'équivalence lorsqu'on aura versé une quantité de matière d'ion EDTA qui sera identique à la quantité de matière de Ca2+ initialement présente. Néanmoins, on se rend compte que cette équation ne symbolise pas ce qui se passe réellement au niveau de la réaction, puisque on se trouve à un pH d'environ 10, et donc qu'à un pH d'environ 10, la forme prédominante n'est pas la forme Y4- pour le DTA, mais la forme HY3-. Je vais donc écrire une deuxième équation qui expliquera la formation de cet ion Y4-
à partir de l'espèce prédominante dans la solution, qui est l'espèce HY3-. On a donc HY3- qui libère un Y4- plus un H+, cet Y4- pouvant être ensuite utilisé par Ca2+, pour former le complexe. On pourrait s'arrêter là, néanmoins, on travaille en milieu tamponné ammoniacal. Or, avec ce qu'on vient d'écrire, on constate qu'à chaque fois qu'un HY3- réagit avec un Ca2+, pour former un complexe, il y a libération d'un ion H+, ce qui tendrait à mettre en évidence que le pH va diminuer au cours de ce titrage. Sauf que le pH ne va pas diminuer puisque l'on travaille en milieu tamponné ammoniacal. Il faut donc expliquer pourquoi le pH ne va pas diminuer. Le pH ne va pas diminuer parce que les ions H+, qui sont libérés, vont être ensuite utilisés par un ion par une molécule d'ammoniac NH3 pour former un ion ammonium. Et donc, c'est la présence d'ammoniac et d'ammonium dans le système qui va tamponner le milieu en ne permettant pas la libération d'ions H+, puisque les ions H+, libérés vont être immédiatement consommés par des ammoniacs pour former des NH4+, ce qui va permettre d'avoir un pH qui va relativement peu varier au cours de ce titrage. Pour écrire la réaction qui correspond réellement à ce titrage, il faut donc combiner ces trois équations. Et on se rend compte qu'en combinant ces trois équations, on obtient l'équation suivante, qui est un ion Ca2+, réagit avec un ion HY3- et une molécule d'ammoniac, pour donner un complexe Cy2- plus un ion ammonium. La constante d'équilibre de cette réaction de titrage est obtenue à partir des constantes d'équilibre des trois réactions que nous avons combinées pour obtenir cette équation. Comme nous avons fait la somme de ces trois équations, la constante d'équilibre de cette équation est le produit de ces trois constantes d'équilibre. On constate alors que le caron obtenu est de 3,9 10 puissance 9. Dans ces conditions, en présence de ces espèces, on a donc bien une réaction qu'on peut considérer comme quantitative. Intéressons-nous maintenant plus précisément à ce qui s'est passé au cours de ces titrages. La solution initiale à pH 10, elle contient des ions Ca2+, qui sont non complexés. Et une petite fraction des ions Ca2+, a été complexée par l'indicateur coloré, sous une forme qui est cette forme-là, Ca1-. Cette constante de formation, β1, de 10 puissance 5,4, est finalement inférieure à la constante qui correspond à la formation des CaY2-. Mais la présence de ce complexe impose la couleur à la solution, qui va donc être rouge avant l'équivalence. Avant l'équivalence, que va-t-il se passer? On a des ions Ca2+ libres, et on a ce complexe Ca1- dans la solution. Tant qu'il y a des ions Ca2+ libres, les HY3- versés vont réagir préférentiellement avec ces ions Ca2+. Et la solution va donc rester rouge puisque le complexe Ca1- ne sera pas détruit. Lorsque la totalité des ions Ca2+ libres ont été consommés, alors le complexe Ca1- va être détruit puisqu'il est moins stable que le complexe Cay2-. La dernière goutte versée d'espèce titrante, de DTA, va détruire le complexe Ca1- et libérer l'indicateur sous forme libre, on va voir laquelle, mais en tout cas, je vais avoir la totalité des Ca2+ qui étaient initialement présents dans la solution qui seront désormais complexés à l'EDTA et l'indicateur qui sera sous une forme libre. C'est en s'intéressant finalement à la forme libre de l'indicateur qu'on comprendra pourquoi on travaille à un pH de 10. Avant l'équivalence, la solution est rouge. Après l'équivalence, et ça c'est à cause de la présence du complexe Ca1-, complexe Ca1- qui disparaît à l'équivalence, pour laisser la place à la coloration imposée par l'indicateur sous forme libre. Sous forme libre, H2-1-, cet indicateur est rouge. Sous forme libre, H1-2-, cet indicateur est bleu. Sous forme libre 1-3-, cet indicateur est orange. Et la nature de la forme libre de l'indicateur
va finalement dépendre du pH de la solution. Ainsi, si on travaille en pH inférieur à 6,3, on passera du rouge au rouge. On ne détectera pas l'équivalence et en plus, la réaction ici ne sera plus la même et il est possible que la réaction ne soit plus quantitative. Si on travaille à un pH très basique, à ce moment-là, la réaction de titrage sera quantitative sans aucun problème. Par contre, l'équivalence sera visualisée par un changement du rouge à l'orange. Un changement du rouge à l'orange, ça ne sera pas très pratique pour détecter cette équivalence. On va donc préférer un changement beaucoup plus radical, qui est un passage du rouge au bleu à l'équivalence, et donc se placer dans une zone de pH comprise entre 6,3 et 11,6. Étant donné que plus le pH sera élevé, plus la réaction de titrage sera quantitative, on va opter pour un pH compris entre 6,3 et 11,6, mais le plus élevé possible. Le choix, généralement, est de travailler en présence d'un tampon ammoniacal à pH 10, et donc à s'assurer que la solution soit bien tamponnée pour ne pas que le pH diminue au cours de ce titrage et que finalement on ne détecte pas l'équivalence parce que la forme libérée de la forme libre de l'indicateur serait alors rouge. Ici, j'ai noté une équation, hein. Cette équation, c'est tout simplement la réaction qui se produit lors de la goutte qui va permettre la visualisation versée, hein, qui va permettre la visualisation de l'équivalence. C'est-à-dire quand il n'y a plus de Ca2+ libre en solution et qu'on verse une goutte supplémentaire de DTA. À ce moment-là, ce sont désormais les Ca2+ complexés avec l'indicateur qui vont réagir avec le DTA pour former CY2- et libérer l'indicateur sous cette forme-là, H1,2-, puisqu'on travaille, je le rappelle, à un pH d'environ 10, la forme libre de l'indicateur étant la forme H1,2- à ce pH. On passe donc d'une coloration, je le rappelle, ici rouge, imposée par la coloration de ce complexe, à une coloration ici bleue, imposée par la couleur de l'indicateur sous forme libre. Cette constante de formation est quantitative, ce qui permet de bien comprendre que, en versant cette goutte supplémentaire, on provoque la transformation quasi totale de cette forme complexée en cette forme libre.